Très bien. Alors, je pense que vous avez entendu parler de la francophonie, c'est-à-dire qu'en dehors de la France, il y a eu une expansion française à travers le monde et une expansion de la langue française. Et donc, c'est bon de savoir pour vous que vous pouvez utiliser cette langue, pas seulement dans la petite France hexagonale, mais également en Afrique, par exemple, dans toute l'Afrique de l'Ouest, et dans certains pays du Nord. Alors, on parle souvent plus des francophonies du Sud, si je puis dire, et on dit que c'est là qu'il y aura, dans 20 ou 30 ans, le plus gros paquet, si je puis dire, des francophones, des gens qui utilisent cette langue quotidienne. Vous me suivez, si jamais vous êtes perdu, vous me le dites, sans pudeur, sans fausse modestie. Faut le gaffe à la traduction. Alors, donc cette francophonie, il y a effectivement des francophonies du Nord qui sont peut-être moins nombreuses, qui seront peut-être moins nombreuses demain. Je pense à la Belgique, par exemple, les francophonies du Nord, la moitié de la Belgique, à peu près, parle français et écrit en français. C'est le cas également du Canada. Vous avez entendu parler très vraisemblablement. Bon. Alors, le Canada, pour deux raisons, est important. D'abord parce que, par son ancienneté dans la francophonie, parce que c'est ce qu'on appelle la première vague d'expansion française qui a eu lieu au XVIIe siècle, et c'est là que la France, comme les autres nations européennes, voulait prendre sa part, si je puis dire, du gâteau. On disait que c'était un don de Dieu à l'époque, et on ne voulait surtout pas rater le don de Dieu. Les Ibériques l'avaient fait déjà au XVIe siècle, et donc François Ier, au début du XVIe siècle, au XVe siècle pour les Ibériques, et au début du XVIe siècle, c'est-à-dire vers 1515, François Ier, un des rois de France, a dit à l'ambassadeur espagnol, il y en avait assez que ce soit toujours les Ibériques qui soient devant, je voudrais qu'on me montre l'article du testament d'Adam qui m'exclut du partage du monde. Autrement dit, je veux aussi ma part dans le partage du monde. Et c'est ce qui a déclenché cette première vague d'expansion, mais on avait des concurrents sérieux qui étaient les Anglais, on va en reparler. Bon. Donc, on va peut-être déjà prendre... Alors, la deuxième raison, j'ai annoncé deux raisons. La deuxième raison, c'est que, évidemment, le Canada, dans son ensemble, et le Québec en particulier, sont des pays du Nord au sens des économies très développées. Et bien sûr, c'est pour ça que il n'y a pas le nombre, forcément, comme en Afrique. Un État du Canada, on dit État, mieux vaut que province. On parle de province de Québec, des fois vous avez peut-être vu ça. Les provinces ou provinces au Canada, c'est l'équivalent des États aux États-Unis. Ils ont un gouvernement local qui s'occupe des questions locales. Et donc, l'État du Québec a 8 millions d'habitants. Et l'ensemble du Canada, 35 millions d'habitants. Pour une surface qui est la deuxième pour un État dans le monde, après l'URSS, après la Russie, et ça c'est évidemment un fortiori. Donc, c'est considérable, c'est 1 200 000 km², quelque chose comme ça. Et la deuxième surface étant celle de la Chine. Donc, important, bien sûr, pour la francophonie, important pour le rayonnement du français. Alors, on va creuser un petit peu cette idée, cette présentation. Donc, vous voyez, ça, c'est le Québec. Oui, on ne peut pas avoir la carte ancienne, Champlain, dont on est parti. Là, vous allez voir. Donc, la carte. Et là, après, la carte. La carte qui est dans le groupe carte. Voilà, c'est ça, la carte. Donc la carte du Québec, telle que dessinée par Champlain. Champlain, un grand nom au Canada, vous trouverez ce nom partout, parce que ça a été le fondateur de Québec, et à travers la ville de Québec,
parce qu'il n'y avait personne, mais il y avait des Indiens, mais très peu, très petit nombre, et il y avait donc, il n'y avait pas d'anglais à l'époque, et donc c'est lui qui a fondé le Canada. Vous pouvez rappeler la date? Oui, 1608, début du XVIIe siècle. Voilà. Et bon, on passe donc à la deuxième carte. La deuxième carte, c'est le Québec tel qu'on l'entend aujourd'hui, que vous voyez, là. La carte verte. Voilà. Bon. Alors, on va du Canada, État du Canada, qui fait 3 fois et demi la France. Son climat, c'est ça une des caractéristiques. C'est un climat de type nordique. Et alors que le Québec est situé entre le 45e et le 50e et 55e degré de latitude nord, c'est à peu près la même chose qu'on aurait, au point de vue climat, au-delà du 60e degré de latitude nord chez nous. C'est-à-dire en fait là où commence la Sibérie, 51e, 60e degré de latitude nord, c'est le sud de la Sibérie. Donc plus de 8 millions d'habitants, ce que je disais, mais savoir, pour mémoire, qu'il n'y a pas des francophones uniquement au Québec. Et les autres, c'est des petites minorités, noyées en général dans une population anglaise. Et vous avez en particulier le groupe des Acadiens, ici, qui sont à l'est du Québec, qui sont fameux par, malheureusement, des grandes déportations d'histoire. Ils ont été déportés par les Anglais à un moment. Et les Franco-Ontariens, voilà, l'Ontario est ici. Voilà ici, effectivement, les Acadiens sont dans cette région-là. Ils ne sont pas seuls, encore une fois. Et puis, ici, vous avez l'Ontario, la grande province anglophone, et la province la plus riche économiquement du Canada. Et ici, toute cette région-là, eh bien, c'est peuplé essentiellement de francophones qui viennent du Québec, vous l'avez deviné, bien sûr, c'est des régions frontières. Voilà. Bon, voilà toujours donc quelques notions de... Voilà. Alors, particulièrement les provinces francophones à 86%, et plus grande ville du monde, Montréal, après, oui, là, il y a quelque chose qui a échappé, c'est la deuxième plus grande ville du monde. C'est la deuxième ville, avec Montréal, 2 millions d'habitants pour de hub city, enfin pour ce qu'on appelle hub city, c'est-à-dire le mot intramuros, comme nous disons en français, et pour l'agglomération montréalaise, c'est 3 millions d'habitants. C'est pas du monde, c'est plus grande c'est la plus grande ville de la province. Non, non, c'est la deuxième plus grande ville francophone. Ah, du monde. Deuxième oui, plus grande ville francophone. D'accord. Voilà. Alors, économie et géopolitique, voilà. On a calculé, pour vous donner une idée un peu de l'importance, si c'était un État indépendant, il serait au 92e rang de la planète pour la population. 8 millions d'habitants, qu'est-ce que c'est à côté de la Chine ou de l'Inde, bien entendu. Mais au 12e pour le PIB, et le produit intérieur brut, c'est comme ça qu'on mesure la richesse d'un pays en général, par habitant. Vous comprenez PIB, produit intérieur? Non? C'est une mesure, bon, on peut avoir cette idée générale, c'est une mesure pour voir quels sont les gens qui produisent le plus par habitant de richesse nationale. C'est offreur d'emploi, et c'est rare, parce qu'actuellement, c'est surtout des pays, on a surtout des pays demandeurs d'emploi, donné la crise. Et il y a en fait, en particulier, 700 000 emplois qualifiés à remplacer dans les 10 ans. Vous voyez que c'est un pays attrayant. C'est un des États canadiens ayant le moins souffert de la crise. 7% de chômeurs contre près de 8% en Ontario, par exemple. 51% de son PIB est exporté, excusez-moi, ça c'est une notion très technique, mais ça veut dire que c'est une économie solide, parce que même s'il y a un déficit, disent les économistes, dans la demande intérieure, si on ne dépense pas assez dans le pays, eh bien, il y a une demande de l'extérieur qui vient compléter la richesse. Une province où il fait bon émigrer pour les francophones, parce que le gouvernement du Québec a reçu un droit de regard sur son immigration et recrute intensément des francophones. Actuellement, donc il a le droit de dire non, on ne veut pas de tel ou tel immigrant parce que
il n'a pas réussi au test de français. Il y a un test de français de la province. Voilà. Un peu d'histoire. Alors, ça c'est une raison aussi intéressante de s'en préoccuper, parce que c'est de toutes les restes de cette expansion française la plus ancienne, le plus ancien. Ça commence, comme on le disait, en 1608, et même avant, parce que c'est en 1535 que Jacques Cartier a vraiment reconnu le Canada, et avec mission, s'est mis dans sa charte, n'est-ce pas, d'installer la puissance française de François Ier. Même s'il ne l'a pas fait, c'était prématuré. Et après, bon, il y a eu, bon, pendant longtemps, pas encore ça. Hein. Donc, très ancien. Et donc, il faut attendre. Alors, donc c'est ce qu'on appelait pendant un siècle et demi, la Nouvelle-France. Une colonie qui a commencé avec Champlain. Il y avait deux motifs essentiels pour aller là-bas. C'était le commerce des fourrures. Parce que les Parisiens, et surtout les Parisiennes, aimaient beaucoup la fourrure, les manteaux de fourrure. Hein. Et très longtemps, on est allé à Moscou, Moscovie, on disait à l'époque, pour chercher les petites bêtes à fourrure. Hein. Alors, c'était surtout les visons, c'était surtout les hermines, c'était bon, les renards, etc. Et puis, peu à peu, la ressource a manqué, comme disent les économistes. Voilà. Et donc, on s'est tourné vers le Canada, pays froid, où il y avait aussi de très très belles fourrures. À fourrure. Et deuxièmement, on est en pleine au XVIe siècle, c'est pas pour rien qu'il y a eu les guerres de religion, on s'intéresse beaucoup à la religion. Là, les catholiques veulent répandre la foi catholique à travers le monde, hein, puisque c'est un commandement du Christ, et d'ailleurs, disons que la fin du monde viendrait quand l'évangile aura été prêché aux confins de la terre, à l'extrémité de la terre. Voilà. Donc c'était les deux raisons fondatrices, à tel point d'ailleurs qu'il y a même Québec s'était mélangé parce que c'était surtout un comptoir à l'origine. Un comptoir, c'est un comptoir de commerce. Hein, et comme vous connaissez. Et ensuite, eh bien, c'est un. Donc, oui, il y a en 1642, c'est une véritable colonie religieuse qui s'est implantée, un petit peu comme les pères du Massachusetts, les pères des États-Unis, si vous voulez. C'est les catholiques qui ont fondé Ville-Marie, dans le lieu où se trouve actuellement Montréal. C'est l'ancêtre de Montréal. Et ils sont restés, c'est ce qu'on appelle le temps de la croix et du castor. Les deux emblèmes, d'ailleurs, c'était la croix du Christ, et puis le castor. Parce que c'est très important pour les chapeaux. Le castor. Vous savez ce que c'est, le castor? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit le rapport avec le russe, un castor, une petite bête? Ah oui, mais c'est dommage, voilà, ça on aurait pu effectivement en mettre une photo. Un petit animal, comme un gros rat, qui a une queue. On prend dans la queue des poils qui sont très résistants, et ça fait des casquettes, ça fait des chapeaux très très durs. Voilà. Et c'est surtout, voilà, c'est surtout pour le castor, comme vous savez. Bon, mais ce qui se passe, c'est que la France n'était pas seule. Il y avait un immense pays, d'ailleurs, il a fallu attendre un siècle pour qu'on sache les limites de ce pays, tellement il était grand. On reculait sans arrêt vers l'ouest et on ne trouvait pas la fin de ce pays, au grand dommage des explorateurs, à commencer par Champlain, parce que, dans l'esprit de beaucoup, c'était un moyen raccourci d'aller vers la Chine. Et en fait, de raccourci, ben, c'était un raccourci qui rallonge, comme on dit en français. Oui, parce que c'était immense. Et pour éviter le passage par le Cap, et le contournement de l'Amérique du Sud. Voilà. Alors, oui, alors, donc on a la France avait des concurrents, hein. C'était l'Angleterre qui avait. Nous avions créé la Nouvelle-France, et eux, à peu près en même temps, en 1607, ils fondent Plymouth, dans la baie de Chesapeake,
Et donc, un petit peu plus au sud, avec un climat qui est malheureusement plus intéressant, et bon, eux aussi, ils voudraient bien s'installer dans cet immense pays. Alors, il va s'instaurer une rivalité, c'est une rivalité, concurrence entre les deux, et finalement, c'est l'Angleterre. Alors que la France avait l'espace, la Nouvelle-France était immense, ça allait il faudrait peut-être repasser la carte, du bassin du Saint-Laurent, de l'estuaire du Saint-Laurent. Vous trouvez la carte, 2 secondes. Voilà, bon, c'est là, vous voyez, ici. Mais non, l'autre carte est bien. Oui, on n'a pas de carte de l'Amérique du Nord, alors, de toute façon. En tout cas, depuis le bassin du Saint-Laurent, depuis l'estuaire du Saint-Laurent. Oui, voilà, là, non, c'était bien ça, c'était bien, voilà. Et effectivement, voilà. Vous voyez, ça allait d'ici, jusqu'ici, avec tout là, le Mississippi et ses affluents, la Louisiane, ici, qui était simplement une partie, donc c'était énorme. Un historien, Étienne Fayon, a dit que la France avait l'espace, mais malheureusement, les Anglais avaient le nombre, car il y avait pas mal de problèmes chez eux. C'est la réalité. Ils n'avaient pas beaucoup de ressources alimentaires, c'est pas une terre riche, ils avaient beaucoup de problèmes aussi au niveau des religions, beaucoup de sectes qui se combattaient les unes contre les autres. Il y avait ni les catholiques ni les protestants n'étaient admis par le roi, puisqu'il avait créé sa propre religion, la religion anglicane. Et donc, ceux qu'on ne voulait pas, eh bien, on les envoyait là-bas. On les envoyait en Amérique. Ce qui n'était pas le cas de la France. C'était une immigration très sélective, avec des paysans qui étaient sélectionnés, et puis des artisans aussi, qu'on testait, pour voir s'ils connaissaient bien leur métier. C'est un autre type de voilà, bon, ça c'est quelques notions sur la Nouvelle-France. Et alors, peu à peu, de 1 à 4, la population est passée en faveur donc, de la Nouvelle-Angleterre. Le rapport est passé de 1 à 10, c'est à peu près 1700, puis de 1 à 20, et même 1 à 25 à un certain moment. Et l'Angleterre, qui était à l'étroit dans son île, a misé sur l'Amérique, alors que la France était toujours dans des guerres européennes. Voilà. Et ils ont mis le paquet, comme on dit en français, mettre le paquet, ça veut dire, c'est-à-dire ils ont vraiment envoyé des moyens, des soldats, et donc il y a eu une bataille, il y a eu plusieurs batailles pour essayer de prendre Québec, qui les ennuyait, parce qu'évidemment, les Français aussi se défendaient, il y avait des échanges de guerre. Donc finalement, en 1759, soit un siècle et demi après le début de l'entreprise, donc la France est partie et l'Angleterre a récupéré le Canada. Alors on passe à une autre époque, on va trouver le tableau, les Canadiens français sous régime anglais. Et alors là, c'est quelques repères que j'ai mis avec des dates, vous voyez, qui montrent que, évidemment, les Canadiens français ont dû sans arrêt se battre, un peu comme les Ukrainiens, pour garder leur spécificité, garder leur identité, contre l'identité qu'on voulait leur imposer. Alors, au début, bon, ça se présentait pas mal, parce que les Canadiens français étaient encore majoritaires, en nombre. Il ne suffit pas d'envoyer quelques soldats pour conquérir un pays. Il faut aussi le peupler, surtout un pays aussi immense. Voilà. Et donc, on leur laisse quelques libertés quand même. Ils peuvent, c'était pas évident à l'époque. Ils peuvent exercer leur culte en public, parce que les Acadiens n'ont pas eu la même chance. C'était interdit en public au début. Leur culte catholique. Ils n'ont pas besoin de prêter un serment de ne pas appartenir à la religion du pape pour entrer dans la fonction publique, le but du test, etc. Non, on supprime ça. On supprime ça, pour qu'ils puissent quand même être un peu associés au gouvernement.
Et ils ont le droit d'être jugés en droit civil français, et jusqu'à maintenant. C'est le droit, ce qu'on appelait la coutume de Paris, et puis après, le Code Napoléon, qui a succédé. Mais ça, pour le droit civil. Vous connaissez la différence, il y a le droit civil, hein, pour les divorces, le droit de la famille, etc. Hein. Et puis, vous avez le droit pénal, hein, quand il s'agit de condamner pour assassinat, hein, pour des blessures graves, etc. Ça, c'est le droit pénal. Donc là, le droit pénal était anglais. Hein. Il fallait fusiller des gens, ça, il se réservait la chose. Bon, 1820, bon... Ah oui, alors, ce qui a un peu... Ce qui a commencé à submerger, c'est un mot difficile, qui a commencé à rendre les Canadiens anglais égaux en nombre, c'est que les États-Unis, il y a eu la Révolution américaine, qui se termine par le traité de Paris, donc 1785. Et en 1785, donc, une partie de la population des États-Unis refuse cette indépendance, veut rester fidèle au roi d'Angleterre. Et ils ont immigré au Canada. Donc ils sont venus, évidemment, dans le pays des Canadiens français, donc c'est encore plus dur. Hein, mais heureusement, moi je dis toujours, on dit, d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai dit, il y a deux choses qui ont sauvé les Canadiens français, c'est leur religion, c'était un bon prénom, et l'hiver. Parce que, la religion surtout parce qu'ils avaient des curés avec eux, qui les ont défendus et soutenus dans toute leur lutte. Et puis l'hiver, parce que ça empêchait les contacts directs entre les populations. Les Anglais étaient plus vers le nord-ouest, et les Canadiens français étaient plus vers le sud-est. Bon, mais il y a aussi un jeu américain. Alors, les Américains, bon, ils ont conquis le Canada. Pour en faire quoi? L'essentiel pour eux, ils étaient partagés. Il y en a qui voulaient s'arrêter là, et d'autres qui voulaient prendre tous les autres territoires qui avaient été conquis par l'Angleterre en Amérique du Nord, et ils ont fait au moins 6 tentatives pour essayer de prendre le Canada. Et là, les Canadiens français ont été, comme on dit, déchirés. Vous savez ce que le terme français, déchiré? Ils ne savaient pas de quel côté aller. Parce que les Américains étaient très intéressants. Ils étaient très progressistes, très modernes. Et eux, ils étaient aussi très progressistes, très modernes, d'idées. Plus que les loyalistes, qui étaient conservateurs, très, très conservateurs. Par définition, d'ailleurs. C'était le roi, c'était les institutions traditionnelles. Et les autres qui disaient, mais pourquoi on va laisser tous ces territoires de la Grande-Bretagne? Ils étaient ennemis à ce moment-là, puisque c'est pas pour rien qu'on fait une indépendance, c'est qu'il y a des raisons. Donc, ils voulaient tout prendre. Et finalement, donc, les Canadiens français ont dit, oui, si on va avec les États-Unis, ça sera bien peut-être pour le dynamisme, pour le progrès, mais on va perdre notre langue, notre culture, car on sera perdu, noyé dans la masse de la population qui parle anglaise. Et alors que si on reste avec les Anglais, ils sont tout juste à peu près égaux en nombre que nous, on n'a plus de chance de rester, de subsister. Voilà. Juste, Bernard, oui, on va peut-être essayer de passer vraiment à la littérature pour avoir une petite demi-heure pour en parler, ensuite faire des questions. Oui, oui, parce que là on est déjà... Ouais. D'accord. Ok. Donc, alors simplement on raccourcit ce qui se passe après, parce que c'est important. Donc, il y a eu sans arrêt des frottements, hein, pas toujours gentiment réprimés, parce qu'à un certain moment, il y a eu ce qu'on appelle la révolte des patriotes, et on a envoyé l'armée contre les Canadiens français. Et puis, à un certain moment, il y a eu, donc, on voulait souder tous les territoires de l'Amérique du Nord, et donc, on a créé ce qu'on appelle la Confédération canadienne, hein,
les francophones étaient surtout dans la province de Québec, mais ils ont pesé pour qu'il y ait une autorité très décentralisée. Vous savez ce que c'est décentralisé. Tout n'est pas décidé au centre. Bon. Donc, il y a un certain nombre de matières dites régaliennes, c'est-à-dire la défense, les affaires étrangères, hein, la justice fédérale, etc., qui est de compétence du fédéral, et puis au niveau du gouvernement, tout ce qui est social, tout ce qui est proche des populations, tout ce qui est culturel, linguistique, c'est le gouvernement local qui s'en charge. Hein, voilà donc en gros comment est le Canada. Mais c'est toujours les Canadiens français s'interrogent sur l'avenir parce qu'ils reçoivent beaucoup d'immigrants, c'est un pays d'immigration, hein, et 50 000 immigrants tous les ans, et il faudrait que ce soit surtout des francophones, bien entendu, et il y en a qui disent non, c'est pas la peine, il vaut mieux être indépendant, comme l'a fait l'Ukraine. Mais il y a eu un référendum en 1995 où, malheureusement, enfin, non, il y a des avantages, des inconvénients, etc. En tout cas, c'est les non-indépendantistes qui l'ont emporté, hein, ceux qui ne voulaient pas l'indépendance, mais avec quelques milliers de voix. Et donc on arrive donc à l'époque moderne, si vous voulez. Là, il y a des alternances au pouvoir entre des gens qui veulent la séparation, hein, et puis d'autres qui ne la veulent pas. Depuis 1975. Là, actuellement, vous avez un Premier ministre qui est souverainiste, c'est-à-dire qui, lui, est pour l'indépendance. Mais il n'est pas sûr d'avoir la majorité pour l'indépendance dans le pays. Alors, pour l'instant, on n'en parle pas. Bon, voilà. Est-ce que vous avez en gros compris ce que j'ai dit sur voilà, le Canada, quelques éléments essentiels? Alors, bon, pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? L'évolution du Canada depuis la domination anglaise. On continue. Bon. Alors, oui, donc vous imaginez que dans un pays aussi ancien, où la langue française est présente depuis 4 siècles, elle retentit sur le bord du Saint-Laurent, et avec les Français sont très bavards, et aussi ils aiment beaucoup écrire. Et ça a toujours été comme ça. On a toujours eu des gens qui savent écrire et qui aiment écrire. Donc il y a une littérature qui a 4 siècles. Hein. C'est le seul endroit de la francophonie où c'est aussi ancien. Et vous imaginez que c'est énorme. Très important. Alors, dans un premier temps, on pourrait dire, bon, bien sûr, c'est une littérature qui ressemble un petit peu à la France. Alors, vous avez, au début, bon, d'abord, sous le régime français, là, c'est avant ça. Sous le régime, attention, parce qu'il y a l'école littéraire de Québec, hein. Ça c'est l'école littéraire de Montréal. Bon, donc, sous le régime français, il y a ce qu'on appelait les écrits de la Nouvelle-France. C'est le temps du récit. On est loin de la mère patrie, on est loin de ses amis, et le premier réflexe, c'est d'écrire. Mais on écrit, ça n'arrive pas toujours, et ça n'arrive pas toujours à temps. Parce qu'il faut savoir que, comme le Saint-Laurent est gelé au moins 3 mois, pour l'essentiel, les bateaux ne circulent pas. Donc le courrier non plus ne pouvait pas circuler jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et on envoyait des lettres par paquet. Ils se retrouvaient dans les bateaux où on attendait qu'un officier vienne vous aider à servir de facteur. Bon. Mais vous aviez aussi les administrateurs. Alors, les administrateurs civils qui envoyaient des relations du pays à leur administration à Paris. Ils savaient très bien écrire, il y avait là, de très très beaux récits. On a l'impression parfois d'y être, comme si on y était. Vous avez donc la correspondance, j'ai dit, avec le plus gros corpus de 416 lettres d'Élisabeth Bégon. Et puis vous avez les mémoires civiles, les mémoires religieux, car il y avait beaucoup de religieux aussi. On a vu que c'était un des 2 buts de cette colonisation. Donc les franciscains, les jésuites envoyaient des relations à leur ordre.
pour dire, voilà, comment se passent les conversions, comment les Indiens reçoivent le christianisme, etc. Donc ça fait 26 volumes dans la collection Thwaites, de ces relations des Jésuites. Donc vous voyez, c'est énorme. Et puis alors vous avez les débuts de l'histoire, d'abord des chronologies simples, et puis des chroniques, non pas des chroniques, par exemple, sœur Marie Morin, qui passe pour le premier écrivain du Canada, qui a fait une histoire simple, l'histoire de l'Hôtel Dieu, c'est-à-dire le premier hôpital de Montréal. Et vous avez finalement, et les débuts d'histoire, bon, effectivement, mais il faut attendre le XVIIIe siècle. Et puis ensuite, vous avez des morts autobiographiques et des récits qui sont à la limite de l'autobiographie et du roman. C'est-à-dire, c'est des récits romancés d'aventures qui ont réellement existé, mais qui ont été un peu transformées pour plaire au lecteur. Voilà. Alors là, par exemple, les aventures de Claude Lebeau, qui est un petit peu un modèle en la matière. Bon, on passe. Alors vient ensuite cette littérature sous régime anglais. Et cette littérature, elle commence, il faut dire, à un moment, j'ai parlé tout à l'heure des patriotes et du massacre qui a eu lieu, et un arbitre envoyé par la couronne de Londres pour essayer de calmer les esprits, a dit, de toute façon, le meilleur que les Canadiens français aient à faire, c'est à s'assimiler le plus rapidement possible. Ça veut dire s'assimiler, c'est-à-dire renoncer à leur culture, à leur langue, on est toujours dans les mêmes problèmes. Et c'est un peuple sans littérature et sans histoire. Or, une histoire, ils en avaient une, et leur premier auteur, proprement dit, ça a été un historien, François-Xavier Garneau, qui a fait une histoire du Canada, en montrant que vous imaginez qu'à 1 contre 10, contre les... Et puis avec des rapports très spéciaux avec les Indiens aussi, parce qu'on les a pas massacrés, c'était le partenaire obligé pour les fourrures. C'était aussi, il y a eu des mariages avec les Indiennes, etc. Et toute une population du Canada qui a, actuellement, on estime qu'il y a que 1 Canadien sur 6 a du sang indien dans les veines. Voilà. Bon, donc, eh bien, donc, ils ont décidé de créer une littérature. Parce que là, il fallait la créer. L'histoire, non. Mais la littérature, il fallait la créer. Ça a commencé, bien sûr, par l'histoire. Il y a eu ensuite des journalistes. Alors, ils ont constitué une première école qui s'appelait l'école de Québec. Québec, c'était la petite capitale, la petite ville de Québec. Heureusement, il faudrait une petite rotation pour qu'elle vienne. Et oui, alors là aussi, vous allez avoir deux. Voilà, ceux-là. Alors, ça, c'est Louis Fréchette. Et ça, c'est Pamphile Lemay. Pamphile Lemay qui est considéré comme Lamartine. Et Louis Fréchette. Vous connaissez Lamartine? Lamartine, ça vous dit quelque chose? Non? Lamartine, c'est un grand romantique. Un poète français du 19e siècle. Avec Alfred de Musset, comme ça, Alfred de Vigny, c'est les trois grands chez nous, les trois grands poètes romantiques français. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que le Canada est loin, d'une part, donc des fois il réagit au phénomène de mode, au plaisir de lire, au plaisir esthétique en différé, c'est-à-dire loin, bientôt, dans le temps, quelques dizaines d'années après la France. Donc vous allez avoir des écoles qui correspondent au grand mouvement français, l'école romantique, l'école littéraire de Québec. Vous avez une école symboliste, mais vous allez avoir une école parnassienne, ou dite de l'art pour l'art, vous allez avoir... Donc tous ces courants, vous les retrouvez. Les courants qui sont... qui encadrent la production française. Eh bien, vous allez les retrouver au Canada, mais souvent 30 ou 40 années plus tard. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chef-d'œuvre, que ce n'est pas des grandes œuvres. Ce sont des grandes œuvres, mais pour toutes sortes de raisons, eh bien, vous avez un décalage par rapport à la métropole. Alors, là, je voulais prendre, vous donner un petit peu ce que ça
Alors vous avez par exemple, à la fin, Émile Nelligan. Vous avez à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, parce que ça a été publié en 1902, ses premières œuvres, un poète qui rappelle tout à fait, comme deux gouttes d'eau, notre poète Nerval. Nerval, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous connaissez Gérard de Nerval? Gérard de Nerval, ça ne vous dit rien. Après Baudelaire, ça vous dit quelque chose? Baudelaire a écrit L'Histoire du mal en 1863. Et donc Nerval, c'est un petit peu après, c'est 1870 en France. Mais là, vous allez retrouver un Nerval, si vous voulez, un peu vers 1902. Vous pouvez expliquer un petit peu la personnalité de Nerval? J'ai voulu, alors, la personnalité de Nerval, c'est ce qu'on appelle un poète maudit. Un poète extrêmement remarquable, il écrit des œuvres très belles, mais il est manifestement névrosé, vous direz aujourd'hui. Donc, Freud dirait une fixation à la mer, n'est-ce pas? Il refuse vous comprenez, le partenaire, il refuse le partenaire. Névrosé, vous comprenez? Névrosé. Névrotique. Psychose, névrose, une maladie mentale, voilà, qui consiste souvent en des refoulements, des frustrations d'ordre sexuel ou sentimental, etc. Bon. Donc, vous avez ce phénomène en France. Eh bien, vous retrouvez la même chose, en fait, chez Nelligan. Je vais lire en littérature, donc il n'y a pas de littérature sans lecture. Voilà, par exemple, c'est le plus fameux poème « Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai. Nelligan regarde une vitre pendant l'hiver où il y a toutes sortes de dessins qui ont été effectués par la neige et ça lui donne toutes sortes de pensées poétiques assez tristes, il faut dire. Tous les étangs gisent gelés, mon âme est noire, où vis-je, où vais-je? Tous ces espoirs gisent gelés, je suis la nouvelle Norvège, d'où les blonds ciels s'en sont allés. Pleurez, oiseaux de février, au sinistre frisson des choses. Pleurez, oiseaux de février, pleurez mes pleurs, pleurez mes roses, aux branches du génévré. Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à tout l'ennui que j'ai. Ennui, vous savez ce que c'est? L'ennui, quand on s'ennuie. Et là, c'est un sens très fort qui est resté encore au Canada français, comme au XVIIe siècle en France. Ça veut dire presque le dégoût de vivre. Et alors, un autre poème qui montre un petit peu, c'est à la fois l'indication du naufrage, de son aventure individuelle tragique, et puis l'effet aussi de ce naufrage collectif, c'est-à-dire le naufrage des Canadiens français, qui est une civilisation qui avait un brillant avenir et qui tout d'un coup a été cassée. Naufrage, qui a été cassé. Naufrage, et quoi, un bateau fait naufrage. Un bateau coule. Donc il y a un naufrage individuel et un naufrage collectif que vous allez sentir dans le poème que je vous lis. Ce fut un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Ses mâts touchaient l'azur sur des mers inconnues. La cyprine d'amour, cheveux épars, chair nue. La cyprine, c'est une déesse de l'Antiquité incarnant l'amour physique. S'étalait à sa proue au soleil excessif. Mais il vint une nuit frapper le grand écueil, dans l'océan trompeur où chantait la sirène, et le naufrage horrible inclina sa carène aux profondeurs du gouffre, immuable cercueil. Ce fut un vaisseau d'or, dont les flancs diaphanes recélaient des trésors que les marins profanes, dégoût, haine et névrose entre eux ont disputé. Que reste-t-il de lui dans la tempête brève,
qu'est devenu mon cœur, navire déserté, c'est-à-dire devenu désert. Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Il préfigure la folie, en fait, qui va l'emporter, et il va passer 50 ans de sa vie enfermé chez les fous. Voilà. Bon, c'est assez triste, hein, mais les poèmes sont remarquables. C'est vraiment le premier, le plus grand des poètes anciens du Québec. Bien. Il y a des choses qui sont moins tristes que ça. Alors, je vous donne un autre exemple. Je disais qu'on retrouvait des courants littéraires. Vous ne pouvez pas savoir effectivement ce que c'est que le Parnasse. Parnasse, c'était des écrivains qui étaient partisans de l'art pour l'art. Vous voyez, deux types d'écrivains généralement. Ce qu'on appelle les écrivains engagés, hein, qui défendent une cause, un thème, par exemple l'indépendance, par exemple la liberté, par exemple le droit à la sexualité, je ne sais pas, enfin tout ce que vous voulez. Mais, bon, eh bien, et vous avez ceux qui, au contraire, considèrent que l'art doit être à l'extérieur de tout ça, il ne doit pas s'intéresser aux questions sociales, il est fait pour la beauté, hein, il fait de la beauté à part. Hein, et il sculpte le langage, puisqu'on est en littérature, comme d'autres sculptent des pierres précieuses ou des figurines de bois. Voilà ce que dit Paul Morin en 1911, alors que chez nous c'était 1870 à peu près, les Parnassiens, José Maria de Heredia, ou des gens comme le Comte de Lille, qui avait une variante de ce Parnasse. Quelques vieux jardiniers à l'âme orientale donna le nom sonore et fier de pan royal à l'œillette odorant dont chaque lourd pétale s'irise de velours, de flamme et de métal. Oh, je connais l'ardent et mauve héliotrope, dont l'arôme fougueux fait défaillir l'essence, des chauds sérails d'Asie aux doux jardins d'Europe, les roses de Mossoul et les jasmins persans. Les soucis d'or qu'avait à son front Orcavel, alors c'est très érudit, même nous, on a du mal à comprendre les références, je pourrais vous l'expliquer, mais bon. La nuit, Orcavel, là aussi c'est une cyprine, la nuit qu'elle mourut d'entendre un rossignol, l'écarlate aloès c'est une plante aussi des jardins d'Asie, que sur sa caravelle, dont Pizarre apporta vers le ciel espagnol. Enfin, c'est pas l'Est, c'est en Amérique du Sud. Le lys tigré de verre, qui croît dans Samarcande, c'est à l'Est, le point ultime atteint par Alexandre le Grand, ça symbolise la fin de la conquête, de rêve de conquête. Vous avez compris, il parle de villes qui sont en Asie, il parle de Mossoul en Irak, il parle de Samarcande en Ouzbékistan, l'Orient, hein, de la Perse. C'est très attiré, aimanté par l'Orient. Le chrysanthème roux, l'hélianthe de feu, l'hyacinthe étoilant les plus blonds de Hollande, la tulipe de jaspe et l'hortensia bleue. Enfin voilà, par exemple, un autre type, vous voyez, de poésie. Mais on manquerait, on raterait, comme on dit en français ordinaire, l'essentiel de cette littérature si on ne faisait pas face à trois... Alors oui, une autre chose, moi je vais en parler de toute façon, parce que vous avez un Hugo canadien aussi, qui a même rencontré le Hugo français, qui s'appelle Louis Fréchet. Oui, oui, d'accord, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Bon, donc, on manquerait, comme je disais, à l'essentiel de cette littérature si on ne prenait pas en compte trois caractéristiques principales. Premièrement, c'est une littérature nord-américaine, depuis le début. Vous avez beau vous soumettre à des modes esthétiques, le référent, comme on dit en littérature, c'est-à-dire les réalités, les objets, les situations humaines auxquelles vous êtes confrontés, sont des situations américaines. Il faut dire évidemment, le Québec, depuis le début, depuis le commerce des fourrures, partage beaucoup de choses avec l'Amérique. Il partage d'abord cette volonté d'un nouveau monde. Il partage
ces guerres pour la liberté de commerce, pour la plus grande démocratie. C'est pas pour rien que les premiers gouvernements représentatifs, même avant la Révolution française, ont été établis en Amérique. Et déjà, c'était en gestation, c'était déjà présent chez les Canadiens français. On sait que si la France était restée, peut-être que quelques années après, il y aurait eu une révolution américaine dans nos possessions américaines. Bon. Et puis tout ça, ensuite le progrès, l'essor des chemins de fer, ils ont toujours été à la pointe du dynamisme occidental, hein, comme les Américains. Ça, c'est déjà une vraie. Et il y a aussi un espace. Alors, il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit, cet immense empire, c'est un immense territoire qui partait de 50e degré de parallèle et qui arrivait donc à l'embouchure du Mississippi. Eh bien, il a été sans arrêt parcouru, exploré par des Français. J'ai entendu il y a quelque temps une excellente conférence d'un Canadien sur la toponymie de l'Ouest américain. Toponymie, c'est-à-dire les lieux, les noms des lieux. C'est fascinant, c'est extrêmement très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de qui rappellent justement ce temps des coureurs des bois, ce qu'on appelle les coureurs des bois, c'est-à-dire ces gens qui allaient rencontrer les Indiens pour troquer des fourrures contre des objets fabriqués d'Europe. Et puis, vous avez, donc ça c'est le partage de l'histoire. Et puis vous avez une autre caractéristique qui est au fond de cette littérature. Vous avez vu que cette littérature est née sous un coup de choc, volonté de montrer qu'on a une histoire à nous, hein, qu'on a une littérature aussi, hein. Donc on crée des choses avec cette idée de défendre sa nationalité, défendre son identité. Donc la question de l'identité, jamais complètement résolue, en perpétuelle quête. J'ai eu hier un excellent échange avec un de vos compatriotes ukrainiens qui faisait la comparaison justement entre ce qui se passe au Québec et ce que les Ukrainiens ont essayé de faire comprendre à la Russie, par exemple. Voilà. Alors je sais que c'est un objet de débat, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais c'est toujours là. Donc vous avez une littérature, vous avez des orateurs comme Papineau, hein, Papineau, on va voir d'ailleurs son portrait, là, Papineau, qui a été le grand orateur de la révolte des patriotes. Il y a eu un massacre d'une centaine de personnes, 12 pendaisons, ça a été, et l'armée a évidemment exercé des sanctions très sévères. Bon, et puis vous avez après, donc presque à chaque époque, des nationalistes, hein, qui écrivent. Donc ça c'est toujours important. Alors ce que je voulais montrer, c'était justement quelques extraits de nationalisme, mais c'est pas la peine, on va passer. Oui, alors à un certain moment, il y a eu une rencontre entre le mouvement politique et la littérature, et des moments particuliers. C'était lors de la Révolution tranquille, c'est un événement très important, donc l'histoire contemporaine, à partir de 1960, en 65, 65, ça c'est proprement dit la Révolution tranquille, qui à la base a été d'ailleurs, l'un et de l'autre, un événement littéraire. Ce sont des peintres qui ont donné le départ de cette Révolution tranquille, ce qu'on appelle le refus global d'un peintre du nom de Bordua, qui a dit, voilà, refus global, on refuse la société telle qu'elle était jusqu'à présent, on refuse le pouvoir des prêtres qui nous ont menés, bien sûr ils ont sauvé la langue, mais ils nous ont mis sous une cloche, qu'est-ce que ça veut dire, mettre mis sous une cloche, ils nous ont mis sous un étouffoir, ils nous ont étouffés, si vous voulez. Donc on veut reprendre notre liberté, on veut être libre de pensée, de parole, etc. Et ça donnait lieu en particulier à une effervescence poétique, donc une grande production de poésie. Et donc, je vais donner quelques
qui essaye, d'abord qui essaye de refuser la médiocrité. Nous, les bâtards sans nom, les déracinés d'aucune terre, les boutonneux sans âge, les demi-révoltés confortables, les clochards nantis, les tapettes de la Grande Tuerie, les entretenus de la Saint-Jean-Baptiste, nous, les croisés criards du Nord, nous qui râlons de fièvre blanche sous la tente de la transfiguration, les amours ombreuses ne font jamais que des orphelins. Donc, ils refusent des choses. Mais en même temps, ils veulent refonder le pays sur des choses plus sûres. Et notamment un certain Gaston Miro, un des grands poètes de cette période, dans ses monologues de l'aliénation délirante. Je suis dans la ville opulente, la grande Sainte-Catherine Street, galope et claque dans les mille et une nuits des néos. Moi, je gis muré dans la boîte crânienne, dépoétisé dans la langue et mon appartenance, déphasé, décentré, ravageur, je fouille ma mémoire et mes chairs jusqu'en les maladies de la tour et de l'être. Donc, on cherche à refonder le pays. Et c'est là qu'est née d'ailleurs la séparation entre le Québec et le Canada. Parce qu'il refusait une espèce de chantage permanent du gouvernement fédéral qui disait « Ah, si vous faites les méchants, si vous vous séparez du reste du Canada, nous, on va maltraiter les minorités que vous avez dans les autres provinces, c'est-à-dire dans les provinces anglophones. » Alors, chantage réel ou chantage supposé, enfin là, il y a toute une place pour l'imaginaire, bien entendu. Et donc, ça, les Québécois ont refusé, on dit, il faut sauver ce qui est sauvable, et ce qui est sauvable pour nous, c'est cette province. Et on s'enferme dans ce château fort. Voilà. Bon. Et le troisième élément qui est important pour comprendre cette littérature, c'est que nous sommes dans une civilisation du Nord. Alors, je sais que le Nord n'a pas toujours de presse, hein, mais c'est quelque chose d'assez fascinant. J'ai eu l'occasion récemment d'organiser un colloque sur le Nord, justement, et sa prééminence dans la littérature canadienne française. Alors, je dirais nordique, c'est toute une, vous allez voir, c'est toute une esthétique, c'est aussi un certain nombre de valeurs qui sont en jeu. Au début, pendant près d'un siècle, les Canadiens, qui venaient des bords de la Loire, de la Bretagne, des bords de la Seine, hein, qui ne sont pas des provinces réputées froides, hein, qui sont avec des climats assez doux, eh bien, on fait comme si ce nord n'existait pas. On a trouvé d'ailleurs toutes sortes de raisons. On disait, ah oui, il fait froid, bien sûr, à la latitude de Bordeaux, en France, hein, Bordeaux c'est quand même une région du sud pour nous, eh bien, vous aviez des températures dignes de la Sibérie. Hein. La ville de Québec, c'est une moyenne de moins 10 degrés en janvier. Moins 10 degrés, ça veut dire qu'il y a pas mal de pointes à moins 30, moins 40. Vous voyez ? Alors ça les éteint. Alors, mais donc, on disait, oh, c'est parce qu'il y a les bois sont trop épais. Donc le soleil ne pénètre pas. C'est pour ça qu'il fait froid. Oui. Donc, et on décrivait le pays comme si c'était l'Île-de-France. Je vivrai au vallon où Dieu m'a donné d'être. Mon pays est si beau que chercherai-je ailleurs. Quel air serait plus pur, quel site plus champêtre, quelle terre embaumée étale plus de fleurs. On est en Avignon, hein. On est vraiment dans le sud de la France. Bon. Mais peu à peu, le Nord. Et alors, ça a duré surtout tant que. On pensait que les Français reviendraient. Et puis, les Français ne sont pas revenus. On même espérait que Bonaparte viendrait. Mais il y avait d'autres choses à faire. Il s'intéressait à d'autres questions. Bon, et donc, eh ben, on s'attache à ce pays. Et puis, on essaye de l'accepter comme il est. Et voilà un des premiers poèmes, des premiers beaux poèmes, avec cette empreinte de l'hiver, c'est encore un peu. 18e siècle presque, mais bon, c'est l'hiver, l'âpre-hiver, et la tempête en bouche, des grands vents boréaux, la trompette farouche. Dans la rafale, au loin, la neige à flot pressé roule sur le désert ses tourbillons glacés. Tandis que la tourmente ébranle en ses colères les vieux chênes rugueux et les pins séculaires, l'horrible giboulée aveugle, le froid mord, la nuit approche aussi, la sombre nuit du Nord. Voilà. Donc ça c'est Louis Fréchette, justement, le Hugo canadien.
Mais, au-delà de ça, à partir de Néligan, vous avez vu la neige, à partir de la fin du XIXe siècle, le nord, ce que j'appelle le nord ordinaire, il y a déjà le nord ordinaire, le nord de tous les jours, de l'action quotidienne. Et il emplit toute la littérature gardienne française. Parce que le nord a des effets sur l'action. L'hiver, à l'époque, il y a encore une population au début du XXe siècle, c'est encore très rural, des paysans. Hein. Eh bien, on ne peut pas travailler dans les fermes. L'eau gèle dans les seaux. Les animaux sont à l'intérieur. Hein, et des fois, ils n'ont pas assez de fourrage, etc. Bon. L'hiver, c'est aussi une neige énorme. C'est aussi des gens qui se perdent sans arrêt, qui meurent, qui gèlent dehors. Hein. Et il suffit de peu de choses, beaucoup de récits, de contes, de nouvelles, notamment chez Fréchette, mais aussi chez Chapman, chez Fauché de Saint-Maurice, etc., parlent de ces écartements, comme on dit en canadien, dans l'hiver. Et puis l'hiver, c'est aussi voilà, ça rythme les saisons parce qu'on change de métier. On va dans les camps de bûcherons pour couper du bois. C'est la grande occupation de l'hiver, parce que ça permet de gagner de l'argent hein, et de rapporter ça à sa famille. Sauf que souvent, eh bien, l'autre ennemi qui apporte l'hiver, c'est la boisson, c'est l'alcool. Parce que souvent, ces gens qui vont couper du bois, ben, quand ils reviennent, ils boivent, si je puis dire, leur argent en une seule journée, ou une seule nuit. Oui. Donc, les récits, les romans sont pleins de cela. Et, mais alors, vous avez oui, alors, la psychologie, les sentiments sont empreints de ce nord, des effets de ce nord. Par exemple, l'impression de solitude, l'impression d'enfermement. On ne peut pas aller où on veut, il n'y a pas de chemin. Vous voyez, l'impression de ne pas pouvoir bouger. Tout s'immobilise. Ça revient constamment. Le printemps, à l'opposé, apparaît comme une saison positive. Autant les sentiments sont gelés pendant l'hiver, c'est le cas de dire. On ne fait pas de déclaration, il n'y a jamais de déclaration d'amour, si vous voulez, pendant l'hiver. Ça se fait au printemps. Mais en revanche, il peut y avoir déjà nouer des liens, hein, et les grandes déclarations se font au printemps. L'hiver n'a pas que des conséquences négatives quand même sur la psychologie, parce que l'hiver, on a dit, c'était enfermement, oui, mais c'est une saison bénie pour la chasse, c'est une saison bénie pour les plaisirs domestiques, lire un livre au coin du feu, écrire, et ça c'est une occupation très très canadienne. Moi qui fais partie d'un jury de prix littéraire, je peux vous dire, j'ai souvent des gens qui me disent « Ah voilà, je vais pouvoir écrire mon livre au prochain hiver ». On passe son temps à écrire au coin du feu. On ne fait pas que ça, mais la chasse. Et puis la neige aussi, dans les reliefs, il y a des montagnes, des petites montagnes. Donc le ski est très, très central dans les activités, dans les loisirs des Canadiens. Et à tel point qu'il y a par exemple, je vais vous dire, un passage où on imagine même un paradis qui est à l'image de cette montagne dans la neige. Regardez. Voilà. C'est là. Donc. Là. Oui, alors en tout cas, il s'ensuit ce qu'on appelle en littérature une axiologie, c'est-à-dire un ensemble de valeurs nordiques. En gros, renforcement du physique des hommes. Les hommes sont plus forts, plus durs à la fois au travail physique et aux épreuves morales.
Et ça, c'est... Et il y a une critique qui a écrit tout un livre sur l'hiver dans le roman canadien français. Et j'ai trouvé le texte impression. Et donc, qui justement parle de cette... dit que les hommes, et même les femmes, se sont renforcés au contact de ce pays du Nord. Le français, qui était souvent assez vif, assez superficiel parfois, il faut dire, eh bien, il a fait place à un homme beaucoup plus posé, comme on dit en français, beaucoup plus raisonnable, si vous voulez. C'est que dans ce pays, on n'a pas le droit à l'erreur. Et comme le dit un poète, d'ailleurs, ça devient même plus profond, au niveau moral, hein, parle de la vérité inaltérable de l'hiver. Comme si l'hiver en soi-même était un facteur de vérité, de profondeur. Un autre auteur qui s'appelle Félix-Antoine Savard, vous l'avez là, qui est aussi de cet avis. Et alors, à part cette axiologie, comme je disais, ces valeurs nordiques, eh bien vous avez des courants spécialisés. C'est plus le Nord ordinaire. C'est un Nord traditionnel qui est souvent d'ordre épique. Vous savez ce que c'est que l'épique? C'est ce qui génère, ce qui produit des grandes actions, des actions qui dépassent l'individu, où il se surpasse, il se dépasse. Et bon, les chansons de geste, par exemple, qui sont l'exemple de la chanson de Roland. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça en littérature, on l'étudiait autrefois, maintenant un peu moins. Et donc, c'est une littérature qui est... donc, il y a tout un aspect épique que vous retrouvez en particulier dans des évocations de ces coureurs des bois qui écumaient le nord-ouest, qui étaient dans le nord-ouest du pays, qui rencontraient les Indiens, qui... et là, bien entendu, ils étaient seuls, ils s'inventaient eux-mêmes, et c'est un type d'homme que vous allez retrouver dans cette épopée, les coureurs des bois, autant chez le paysan traditionnel, vous voyez les valeurs de fidélité, de régularité dans le travail, de soumission aux lois civiles et morales, ordinaires, notamment les valeurs religieuses. Eh bien, chez le coureur des bois, c'est l'inverse. C'est l'esprit d'aventure, c'est le goût pour l'inconnu, c'est le goût pour la liberté. Et donc, c'est une autre idée. On a déjà, sous le régime français, au grand dame, à la grand regret des prêtres, vous aviez près de 30% de la colonie, les hommes qui étaient représentés par cette population, les coureurs des bois. Et donc, il faut lire des gens comme Léopold Desrosiers, par exemple, qui met en scène des héros comme ça, comme Montour, dans Les Engagés du Grand Portage, qui est toujours sur la lutte. Il lutte contre le froid, il lutte contre les individus, contre les hommes, pour mieux les entraîner dans ces expéditions du nord-ouest. Il lutte, Montour est indomptable. À plusieurs reprises, il passe à la ronde la gourde de Rome qui réchauffe momentanément. Il consulte la boussole, remet l'expédition sur la route, parce qu'on s'est égaré. Surveille la tenue des hommes, et sous la direction de sa volonté froide, les hommes vont tremblants, le dos courbé. Et un autre exemple, il y a donc ces coureurs des bois, donc ces traitants, comme on les appelait, mais il y a aussi des prêtres qui traditionnellement parcourent toutes ces immenses solitudes glacées pour porter l'évangile. Et vous avez par exemple, ça c'est un écrivain, Damas Poitevin, qui a écrit un roman qui s'appelle La robe noire, et qui rappelle cette épopée de temps assez ancien. Il marche, et il met en scène un prêtre qui va porter secours à un autre prêtre, Père Albanel, qui s'est égaré. Du côté d'un lac que l'on trouve dans le Moyen-Nord québécois actuellement, au Québec. Il marche, qu'importe le vent, la tourmente qui fait reculer de 2 pas quand on a fait un avec difficulté, qu'importe la neige qui cingle, qui embourbe les jambes et cuit les yeux qui ne voient plus,
il faut marcher, remuer. Autrement, c'est la mort, par le froid. L'ensevelissement sous la neige. Les deux ennemis présents qui luttent avec l'homme. Les bêtes, il n'y a plus à en craindre. Même les hordes faméliques des loups, les ours sont terrés, cachés. Toutes les bêtes, en ce moment, le poil hérissé, le cou tendu, les oreilles vibrantes, les regards en feu, hurlent à la mort. Ouais, c'est une très très belle évocation. Les trompes de neige montaient démesurées en tire-bouchons, se poursuivaient aux quatre coins cardinaux à la fois. Ce fut presque nuit noire. Le père grelottait et priait en marchant. Tout son corps gémissait sous les coups perpétuellement répétés de la souffrance. Un traître croque en jambes du blizzard et il chancelle. Il va tomber, c'est certain, il ne se relèvera plus. Les doigts sous les forts rencontrent la croix qui constelle sa poitrine. Allons, en avant, Ecce homo. Mais parmi cette misère, la majesté de l'infini l'obsède. L'esprit du missionnaire, une redoutable puissance ploie son âme et l'émeut. L'idée de Dieu domine en son esprit troublé. On l'a choisi. Alors ça, c'est un autre aspect, si vous voulez. Comment? C'est de qui? Ça c'est Damas Potvin. Damas Potvin, l'écrivain qui a écrit ce roman dans les années 40. J'ai le exact. Donc, c'est un... Déjà, vous voyez, non seulement ça inspire, ça entraîne à la profondeur, aux choses profondes, comme disait Félix-Antoine Savard, mais même à la métaphysique, même à l'évocation de Dieu, de la divinité. Et ça, c'est un trait assez commun dans cette... Et en même temps que cette épopée de l'aventure où, au fond, l'homme canadien avait devant lui un espace illimité. Comme le sauvage, d'ailleurs, comme on dit à l'époque, comme l'Indien, c'est-à-dire cet espace sans borne. Et vous retrouvez ça aussi chez des poètes, par exemple, qui évoquent ça avec nostalgie. Je suis un fils déchu de race surhumaine, race de violents, de forts, de hasardeux. Et j'ai l'amour des pays neufs que je tiens d'eux, quand viennent les jours gris que septembre ramène. Tout le passé brutal de ces coureurs des bois, chasseurs, trappeurs, scieurs de long, flotteurs de cage, marchands, aventuriers ou travailleurs à gage, m'ordonnent d'émigrer par en haut pour 5 mois. Bon, voilà, le poème se poursuit, etc., où il dit que, et en face des hordes faméliques de loups, alors là peut-être il arrange un petit peu, n'est-ce pas, et bien on chantait à la Clairefontaine. C'est peut-être un peu plus fantaisiste, mais c'est vous dire si ça a laissé des traces, cette épopée. Et vous le retrouvez alors dans un nouveau type de Nord qui prend un petit peu la succession de l'ancien. Maintenant, l'épopée des fureurs, c'est fini. C'est fini d'ailleurs depuis 1820, 19e siècle. Après, c'était le bois. Mais il y a justement ces bois du Nord québécois qui ont été un moyen de fortune. Parce qu'on manquait de bois pour faire les bateaux, notamment, et donc on est très content de les trouver dans des zones jusque-là désertiques, entre le Québec du sud et puis la baie d'Hudson, la mer du Nord. Et c'est devenu un moyen d'action nationaliste. C'est-à-dire qu'à un moment, les Canadiens français faisaient beaucoup d'enfants. Là aussi, d'ailleurs, c'était en réaction, pour reprendre possession de leur territoire, contre les Anglais, peuplés. Et à un moment, ils faisaient tellement d'enfants que la plupart ne trouvaient pas de travail et allaient aux États-Unis, au sud. Donc c'était une perte pour la nationalité, si vous voulez, canadienne-française. Et à ce moment, on a essayé de les reguider, de les réorienter vers le nord. Et là, vous avez des textes, assez longs, qui disent, voilà, c'est ça notre but, en fait, c'est nous constituer une province qui soit accoutée d'un côté au pôle nord, et de l'autre à l'Ontario, à l'ouest de la baie. Et là, personne ne pourra nous atteindre. C'est un petit peu l'idée que vous trouvez dans ces textes, notamment Arthur Buy, par exemple, ou le curé Labelle, dans les années 1880, ensuite 1910,
1929, parce que ces vagues nordistes, si je puis dire, liées à cette idée d'occuper le sol, d'occuper le territoire, pour contrer l'ennemi anglais, si vous voulez, ou l'envahisseur, comme dit très bien Menot, un des personnages du roman de Félix-Antoine Sala, eh bien, c'est justement d'avoir une terre à soi. Voilà. Donc là, vous avez toute une littérature aussi. Et alors, dernier point sur ce nord, c'est que vous avez la littérature de l'Arctique, puisque le Québec, là, il faudrait peut-être repasser la carte, vous voyez que ça confine la terre de Baffin, par exemple, la terre d'Elsmer, etc. Hein. Oui, on le voit pas ici, c'est encore au-delà. Ça appartient à chaque province canadienne à récupérer un morceau d'Arctique. D'ailleurs, le principal artisan de cette récupération de l'Arctique, au moment où c'était très convoité par les États-Unis, notamment après l'Alaska, ils voulaient prendre toute la main sur l'océan, ça a été un Canadien français, qui s'appelle Joseph Ézéard Bernier, un capitaine qui a pratiquement remis l'Arctique et qui a déposé plusieurs équipes de gendarmerie royale canadienne dans ces postes très avancés de l'Arctique. Alors là, vous avez un autre type de littérature, c'est-à-dire, mettant en scène souvent des Esquimaux, comme l'auteur qu'il faut retenir, c'est Yves Thériault, avec sa trilogie Agaguk, Iriuk et Tayaout. Ça a été mis en film, ça existe en DVD d'ailleurs, et ça a été mis en film, et là, ben rien ne peut être plus fort que moi, dit Agaguk. Et c'est un petit peu ce sont des littératures de l'extrême, ce que j'appelle les littératures de l'extrême, des laboratoires d'absolu. Et en fait, quand vous grattez, vous apercevez que c'est souvent les vieux problèmes, les problèmes du Sud qui sont traités sous un décor, si vous voulez. Par exemple, eh bien, Agaguk se bat contre son père. Il se bat contre le loup blanc, dont on a dit il y a eu beaucoup de littérature de type psychanalytique là-dessus. C'est la mort du père, c'est la volonté de s'autonomiser par rapport à la tradition, par rapport aux coutumes du village ancien. Et là, vous avez beaucoup de ces romans, alors qui soit règlent ces problèmes du Sud tels qu'on ne pourrait pas les régler dans le Sud. Là, c'est en quelque sorte la nature met les forces de l'homme à nu, ses forces physiques, ses forces morales. Et il doit faire des choix fondamentaux qu'il ne ferait pas dans les pays du Sud, dans un autre climat. C'est ce que j'appelle le laboratoire d'absolu. Pour vous donner un exemple, vous avez un moment, dans Le Temps des Hommes, de Claude Langevin, un prêtre et un aventurier qui a tué déjà, donc un assassin, qui se retrouvent sous le blizzard, en train de faire une route dans le Grand Nord. Et le prêtre se confie à cet assassin, il ne sait pas pourquoi il est assassin, mais enfin, parce qu'il a ses problèmes, et il est venu là chercher la vérité intérieure. Il trouve qu'il a été un mauvais prêtre, qu'il n'a pas trouvé l'absolu vraiment dans la société civile des villes. Et à un certain moment, par exemple, il y a un enfant qui meurt, un petit peu comme dans la peste de Camus, et il choisit l'enfant par opposition à Dieu. Alors, il reproche à Dieu de laisser mourir les enfants, enfin voilà, pour vous donner une idée. Et vous avez, au fond, on pourrait faire un parallèle entre les pays où il fait très chaud, où il y a aussi une espèce d'écrasement de l'homme, si vous voulez, puis ces pays où il fait très froid, où les défenses ordinaires, les manières de réagir ordinaires ne sont plus de mise. Et puis donc l'assassin qui lui aussi, lui il va au contraire dans l'autre sens. Ce qu'il ne pourrait pas faire dans la société policée de la ville, il va le faire et il va tuer son rival, c'est-à-dire la femme de son patron qu'il aime et qui est sa maîtresse. Voilà, c'est assez compliqué, mais c'est pour vous dire, voilà, il y a un approfondissement des caractères. Un autre roman de Gabriel Roy, par exemple, qui s'appelle La montagne secrète. Là, c'est un peintre qui trouve l'inspiration dans le Nord. Il s'éprend, comme si c'était une femme, si vous voulez, d'une montagne spéciale. Pour lui, il l'inspire, et ça lui
ça l'incite à faire des tableaux, c'est magnifique, de la nature sauvage et un petit peu un symbole de ce qu'est l'art profond. Lorsque justement on a refusé tout académisme, toute influence des modes sociales. Voilà donc, si vous voulez, ces types de Nord qui influencent très profondément la littérature québécoise. Juste, est-ce qu'on va bientôt devoir partir, si vous pouvez voilà. faire une petite conclusion, voilà, tout à fait. On peut passer directement aux questions, alors, si vous voulez. Ce qui est appelle, donc, c'est que cette littérature est une littérature originale, riche en volume, et qu'elle vaut vraiment la peine qu'on s'y attache, qu'on trouve ce qu'il faut dans les bibliothèques ou dans les médiathèques, mais je crois qu'on est de plus en plus outillé pour ça. Je pense que le centre culturel vous le permettra. Écoutez, merci beaucoup au nom de l'Alliance française pour cette très riche conférence. Vous nous avez lu justement un certain nombre de ces très beaux extraits, de très beaux poèmes qui sont vraiment très séduisants. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps pour en lire plus. Oui, parce que vraiment il y avait de très belles choses. J'ai retenu quelques noms que je lirai avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez quelques questions éventuellement à poser à Bernard à la sortie de la chute de cette conférence, peut-être. Oui. Olga. Oui. Sur la langue française du Québec. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vraiment la langue française d'aujourd'hui, du Québec contemporain, est influencée par l'anglais? Vraiment, est-ce que la présence anglaise ou de langue anglaise prime sur les langues? Une question très très controversée. Au départ, la langue française telle qu'elle était parlée au Québec, sous le régime français, c'est la langue la plus pure que l'on connaissait en France. Parce que les gens venaient de toutes sortes de provinces et ils avaient trouvé une espèce de langue commune, qui était surtout d'ailleurs la langue de l'Île-de-France. Et plusieurs, notamment Charlevoix, un grand historien, remarque que c'est la langue la plus pure que celle qu'on peut trouver en France. Bon, avec l'arrivée des Anglais, bien entendu, il y a eu une tendance à l'anglicisation, mais c'est peut-être pas le phénomène le plus important. On est frappé quand on est français, où nous, on tolère pas mal d'anglicisme, il faut dire, de voir que les Québécois sont plus puristes que nous. Bon, simplement parce qu'ils mettent arrêt au lieu de stop, bon, ça c'est en général, on dit ça, mais ils trouvent des équivalents que nous ne trouvons pas. Récemment, j'ai été fasciné de voir leur esprit d'inventivité pour donner des équivalents des mots anglais qu'on a tendance, nous, à employer comme ça. Pour exemple, monitorat pour coaching. De plus en plus, en français, vous allez entendre le coaching. Ben oui, ils refusent totalement ce mot. C'est monitorat. On va prendre d'autres. Et puis, il faut dire, deuxième réponse, ils ont créé beaucoup de termes. Il y a un français québécois, mais qui est tout à fait défendable pour rendre compte des réalités nord-américaines, du froid justement, du nord. Alors, pour la neige, pour tout ça, je les ai énumérés, mais entre les bordées de neige, les bordelais, les banquises, quand il y a une banquise là-bas, c'est des icebergs, c'est comme ça qu'ils disent pour les icebergs. Vous voyez, encore un mot, ils n'emploient pas le terme anglais. Des glaçons aussi, ça peut être des petits icebergs. Donc, il y a toutes sortes, il y a toute un vocabulaire. Je ne sais pas si je vois là. Donc, c'est pas une flatterie aux Québécois quand on dit que les Québécois sont plus puristes non. face à la langue. Mais en revanche, ce qui s'est passé, ce qui est peut-être le plus inquiétant, il faut bien reconnaître qu'il y a quand même une face négative, la langue populaire a tendance à écraser la langue. Ça, c'est de toutes les cultures. Ça. Les Anglais, l'anglais, je ne sais pas si vous avez remarqué déjà, c'est souvent des mots français très, très écourtés, très, très ramassés. Et bien, c'est ce qui se passe, c'est ce qui a donné le phénomène du joual. Le joual, c'est pour le cheval. Le cheval. C'est venu dans ça, le joual. Le cheval. Le cheval.
Ça, c'est une déformation évidemment très forte. Et quand tous les mots sont passés au même tamis, vous avez une région, la Beauce. Alors là aussi, il y a des particularités régionales. Vous avez une hanche de jambon, on va dire, ou une tranche de jambon. Mais le J a disparu. Une hanche de jambon. Voilà. Quelques réponses à votre question. C'est une question très... Il y a même des phonotechniciens qui ont remarqué que la propagation des ondes en territoire américain n'était pas la même qu'en France, par exemple. Ça influe sur la langue. À la longue, vous savez. Et dernière chose, c'est qu'il faut remarquer que la langue orale, évidemment, est très différente de la langue écrite. Mais ça, c'est pas propre. Voilà. L'ukrainien, voilà. Bon, vous avez les Alsaciens en France, par exemple, ils ont une langue écrite qui est l'allemand de tout le monde, de tous les germanistes. Hein. Et puis vous avez la langue orale, qui est très différente, un dialecte. Autre question sur la littérature? Oui. Vous pouvez parler un peu plus fort? Est-ce que les Québécois ont gardé leur esprit européen? Est-ce qu'on peut dire que les Québec c'est une très bonne question. Un morceau de l'Europe au Canada? Très bonne question. Et est-ce qu'il y a le visage de la culture québécoise aujourd'hui? Où les artistes ont assimilé dans toutes les cultures américaines? Américain, mais oui. C'est une tendance mondiale. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, alors, il y a plusieurs questions. En fait. Alors, la littérature québécoise, la dernière question, effectivement, subit l'attraction vers ce qu'on appelle la littérature monde, où on se détache de l'expression de soi-même. Il y a un moment, par exemple, dans la Révolution tranquille, on exprimait le Québec, parce que on estimait que le problème c'était le Québec. Et donc on voulait parler de soi, le faire connaître aussi, parce qu'il était très connu, et très, très mal connu dans sa particularité. Bon. Maintenant, c'est un peu l'idée qu'au fond, l'écrivain québécois, il est comme les autres écrivains au monde. Il rend compte de situations humaines. Et c'est là où on doit le juger, ainsi que son art mis au service de l'expression de cette réalité humaine. Ça, c'est une tendance. Alors, vous dites maintenant, est-ce que... oui, la première question, c'était... L'Europe. Québec en morceau de l'Europe. Oui, ça. Oui, c'est très intéressant. J'ai dit que c'est très intéressant. Parce que, effectivement, même les Américains vous diront, j'ai eu l'occasion de discuter pas mal avec les Américains, de langue anglaise, ils vous diront que c'est l'endroit d'Amérique où on est le plus proche de l'Europe. D'ailleurs, rien que physiquement, quand vous allez à Québec, vous voyez la cité de Champlain, hein, sur le bord du Saint-Laurent, ça rappelle Saint-Malo. Saint-Malo, c'est un port breton. C'est un port breton, hein, d'où venaient justement beaucoup de Français à l'époque. C'est ça. Et, moi, Québec. oui, voilà. Oui, mais ça, c'est la nuit. Mais ça, je vous recommande de le voir la nuit, comme ça, de l'autre côté du Saint-Laurent. En plus, il y a un magnifique traversier, ce qu'on appelle un traversier là-bas, c'est-à-dire, vous voyez, encore un mot très québécois, hein, pour on dit ici déjà, enfin en France, c'est un navette, le ferry, une navette, voilà. Hein, vous voyez. Un bateau qui permet de traverser. Un bateau qui permet de traverser un bras de mer, ou comme on fait par exemple à Bordeaux, dans la Gironde, qui permet de traverser un lac. Voilà. Bon, ils appellent ça traversier. Alors, quand vous êtes de l'autre côté, comme ça, vous arrivez à minuit par exemple, et là il est traversé pendant toute la nuit, et vous traversez, c'est absolument magnifique. Mais enfin, pour vous dire, donc, l'Europe. Et récemment, j'ai reçu un ancien Premier ministre du Québec, Bernard Landry, tendance souverainiste, et qui nous disait pourquoi l'indépendance du Québec. Ça, c'est une raison fondamentale. Parce qu'il refuse toute une partie de l'américanité. Il refuse en particulier, alors il énumérait 5 points très précis. La lutte pour l'hégémonie. Eux, ils sont partisans pour la coopération, égal à égal entre les différents peuples. Effectivement, c'est plus opposition peut-être avec l'hégémonie. Fidélité à un certain humanisme, l'homme d'abord.
écologie. Écologie d'abord. Le refus du profit pour le profit. Et le refus aussi de l'exploitation sans raison des ressources de la planète. Ben, ça, c'est plutôt l'aspect écologique. Et puis, le dernier point, c'est ça. Là, c'était 2 points, si on s'apprécie. Et 5, effectivement, le 5e, c'est l'important, c'est le droit au bonheur. Donc, le principal axe de la vie doit être le bonheur. Et ce n'est pas forcément les moyens, nouveaux moyens techniques, ce n'est pas forcément le progrès, entre guillemets, qui vous l'apporte. Voilà les 5 points, vous voyez, qui relevaient comme cette rencontre entre l'Europe et l'Amérique. Et il suivait d'ailleurs, en l'occurrence, il a cité à plusieurs reprises un écrivain américain qui vient d'écrire, c'est un sociologue, philosophe, qui s'appelle Rifkin, qui a écrit Le modèle européen. Il y a eu un livre qui s'intitulait Le modèle américain, dont on s'est pas mal inspiré, en Europe, et lui, il prend exactement le contre-pied, en disant non. Il dit aux Américains, vous avez tort, vous allez à l'impasse. C'est du côté de l'Europe et des valeurs traditionnelles de l'Europe qu'il faut se tourner. Et le Québec, justement, dit, la seule manière, parce que forcément, moi j'ai dit, le Canada français, dans la Confédération si grande, c'était possible jusqu'à présent. Tant qu'il y avait la distance, tant qu'il y avait, vous voyez, l'hiver qui ralentissait les communications. Mais maintenant, avec Internet, avec la communication pour tous, hein, avec les moyens de transport, c'est plus du tout la même chose. Et c'est une raison de faire l'indépendance, c'est pour rester fidèle à ses valeurs, eh bien, restons fidèles à des frontières. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres, bien sûr? Oui, c'est... Alors, une autre raison d'indépendance, ça je veux dire, ça ne répond pas à la question, c'est qu'ils voient de plus en plus des immigrants, hein, ils ont 50 000 immigrants par an à peu près, qui ne parlent pas français, qui viennent avec l'idée de se servir du Québec comme un tremplin pour aller ensuite dans des régions anglophones. Un tremplin, vous comprenez? Un tremplin pour ressauter après vers les pays anglophones. Et il dit, et qui paye leur cours d'anglais, c'est ça le comble, au Québec, c'est le contribuable québécois. Et ça, on comprend que ça les fasse réagir. On peut compter sur ce qu'on peut trouver les valeurs européennes. Oui, je pense. Beaucoup plus que dans aucun coin d'Amérique. Ça, c'est sûr. Et les immigrants sont bien reçus, il faut dire en général. Enfin, ils sont bien reçus, mais il faut savoir les respecter aussi. Parce que c'est un peuple qui s'est un peu, par certains côtés, qui s'est fermé. Il a fait un petit peu la tortue, hein, le gros dos pour se conserver son originalité. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors des gens qui viennent et puis qui font comme s'ils étaient à New York, vous voyez, qui parlent anglais tout le temps, ça tout de suite, ça leur déplaît. Parce qu'ils se sont battus sans arrêt. Bien. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. J'espère que... En tout cas, merci de votre attention. J'étais vraiment très heureux de vous rencontrer. On a fait présenter la situation culturelle, géopolitique du Québec, et puis nous avoir fait lire justement une littérature qu'on connaît très mal malheureusement, qu'on a eu plaisir à découvrir avec vous. Merci à vous d'être venus. Et voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir organiser avec vous des conférences comme ça à l'Alliance française, d'avoir un public fidèle. Donc j'espère que vous avez beaucoup appris aussi ce soir avec nous. Ça a été une belle expérience. Vous savez que si jamais vous allez là-bas, vous ne serez pas tout seul comme Ukrainien. Parce que, je ne sais pas si certains le savent comme vous, l'Ouest canadien a été peuplé beaucoup par les Ukrainiens. Vous savez combien il y a d'Ukrainiens là-bas? Comment? Combien il y a d'Ukrainiens là-bas? Alors ça, je ne peux pas vous dire globalement, mais je sais qu'il y a 2 endroits, je connais moi 2 endroits où ils ont été vraiment majoritaires. Les grandes plaines à blé de l'Ouest, hein, ils avaient l'habitude du blé, et puis les mines du Nord québécois. Et le Québec, en tant que
c'est pas vrai, melting pot, c'est vraiment le mélange de toutes les oui, ethnies, bien sûr. Oui, il ne faut pas parler de race, je veux dire, parce il y a des gens qui sont d'origine irlandaise, d'autres... Mais le Québec, c'est assez peur de se trouver un jour face à la question assez glissante et un peu qui provoquant, disons, face aux immigrés, comme ça se passe maintenant en France, quand il y a trop d'immigrés, l'afflux d'immigrés. Malheureusement, voilà. Alors ça, ce que je disais à notre ami, c'est qu'il découvre un problème que nous avons découvert depuis plus longtemps. Par exemple, nous avons voulu recruter les francophones. Alors, comme vous savez, à cause des liens historiques, beaucoup de Maghrébins, gens d'Afrique du Nord, parlent français. Donc vous avez beaucoup de Maghrébins et beaucoup d'Arabes francophones qui sont venus. Malheureusement, ils ont apporté en même temps leurs coutumes religieuses. Et ça pose de très très graves problèmes. Madame Marois, Premier ministre actuel du Québec, dans une conférence récemment, elle disait qu'une de ses premières lois, ce sera une loi sur la laïcité. Vous avez par exemple des hommes qui refusent de faire la queue avec des femmes qui refusent de se faire soigner par des médecins hommes, ou alors c'est leur mari qui leur disent de ne pas se faire soigner par un médecin homme, etc. etc. Beaucoup de problèmes. Le port du voile complet. Voilà.